Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme prévu pour la vidéo FAQ 20 000 abonnés. J'ai sélectionné une vingtaine de questions parmi toutes celles que vous m'avez envoyées. Désolé par avance pour ceux dont je n'ai pas retenu la question. Vous aurez d'autres occasions, on fera une deuxième FAQ pour les 50 000 abonnés. En attendant, j'ai une vingtaine de questions qui attendent une réponse, donc on commence tout de suite. On perd pas de temps, c'est parti. D'où est venue l'idée du précepteur? Quelle est l'histoire derrière la création de ta chaîne? Quelles sont tes ambitions à long terme pour la chaîne? Alors on a ici une triple question dans la question. D'où m'est venue l'idée du précepteur? Alors ça, j'en ai parlé dans une de mes vidéos sur ma deuxième chaîne, Charles Robin, où j'explique que j'ai passé des années à faire des vidéos de critique, notamment des vidéos d'analyse politique, et j'ai estimé à un moment donné que la critique avait ses limites, et que c'était bien beau de dénoncer, mais c'était mieux de proposer. Au bout d'un moment, la critique, ça devient une sorte de fonds de commerce. On s'habitue à être toujours dans une posture dénonciatrice, contestatrice, et au bout d'un moment, je me suis lassé parce que j'estime que on a mieux à faire que de pointer ce qui va pas. On est plus utile lorsqu'on propose des choses qui sont utiles au groupe, utiles aux autres et utiles à soi-même. Donc, c'est plutôt un changement dans mon état d'esprit qui m'a amené à créer cette chaîne. Et ce que je cherche à faire à travers cette chaîne, en fait, c'est très simple. C'est donner des outils de transmission, parce que j'estime que la chose la plus importante qui soit finalement dans la vie, c'est la transmission. Ce qu'on va transmettre, ce qu'on va léguer. La phrase qui m'anime, en fait, qui m'habite lorsque je fais mes vidéos, c'est de me dire que tout ce qui restera lorsque nous ne serons plus là, c'est ce qu'on aura transmis. Et je trouve important de transmettre, y compris si certaines personnes ne comprennent pas exactement parfois où je veux en venir, parce que je brasse des sujets très différents. Et par exemple, je pense à une vidéo en particulier, la vidéo sur l'hypersensibilité. Beaucoup de gens dans les commentaires n'ont pas vraiment compris ma démarche, parce qu'ils estiment que la question de la sensibilité, des émotions, c'est quelque chose de très secondaire, pour ne pas dire une sorte d'outil du système et d'outil de la domination idéologique pour nous empêcher de comprendre les choses de manière rationnelle. Or, même si je partage cette analyse, et les gens qui me suivent depuis des années savent très bien que je suis le premier à prôner la raison et à mettre de côté l'émotionnel qui nous empêche finalement de voir les choses de manière claire et lucide, le fait est que tout le monde n'est pas rationnel. Il y a des personnes qui sont sensibles, qui sont hypersensibles, et si ces personnes, on veut se faire comprendre par elles, si on veut communiquer avec elles, on doit aussi comprendre comment elles fonctionnent. On doit comprendre ce qu'est la sensibilité, ce que sont les émotions, ne serait-ce que pour pouvoir s'en émanciper. Et on ne s'émancipe pas de quelque chose qu'on n'a pas compris. Avoir un regard sur quelque chose qui nous est étranger, quelque chose qui nous est autre, c'est important. C'est important dans le cheminement personnel, c'est important dans notre évolution et dans l'évolution de notre compréhension du monde. On ne peut pas progresser dans sa compréhension du monde si on reste enfermé dans les limites de sa vision individuelle. Et je trouve important que la transmission prenne en compte les différences de tempérament, les différences de sensibilité. Et c'est ça que j'essaye de prôner et de défendre sur ma chaîne. Alors, quelles sont mes ambitions à long terme pour la chaîne? On va pas se mentir, mon ambition c'est que la chaîne se développe, qu'elle continue sa progression. Je suis déjà ravi, extrêmement ravi que la chaîne ait autant décollé en un peu plus d'un an à peine, puisque, pour tout vous dire, mon ambition originale, c'était que la chaîne atteigne les 1000 abonnés au bout d'un an, 5000 abonnés au bout de 2 ans et 20 000 abonnés au bout de 3 ans. On en est à un peu plus d'un an et on a déjà dépassé les 20 000 abonnés, donc j'estime que c'est une victoire et je ne compte pas me reposer sur mes lauriers, je compte bien continuer comme ça. J'essaye progressivement d'apporter de la qualité, notamment au niveau technique. J'essaye de faire en sorte que ces vidéos puissent être partagées au plus grand nombre. Ça ne veut pas dire que je suis pour le règne de la quantité, bien sûr. Ça veut simplement dire que nous restons des êtres humains, et un être humain, il est toujours plus attiré par quelque chose d'extérieurement attractif, quelque chose d'esthétique,
plutôt que quelque chose qui va être moche et mal emballé. Je donne souvent l'exemple, si vous allez dans un magasin de chaussures et que vous avez le choix entre la même paire de chaussures dans un bel emballage ou bien sortie de son emballage avec les lacets défaits, je doute que vous preniez la paire de chaussures qui n'est pas dans son emballage. Je pense que comme tout être humain, vous allez prendre la paire de chaussures qui est dans son emballage, un emballage propre, même si vous savez très bien que ce que vous allez trouver à l'intérieur de l'emballage, ce sera la même chose. On doit prendre en compte cet aspect de l'être humain qui est que on est attiré par les belles choses, par ce qui est formellement beau, et donc j'essaie de le prendre en compte sans rogner sur la qualité et sans rogner sur le fond, bien entendu. On continue, deuxième question. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel jusqu'à maintenant? Alors ça aussi, pour le coup, j'en ai parlé dans une autre vidéo. C'est ma vidéo qui s'intitule « Travailler pendant ses études », pour l'interrogation, où je suis revenu sur mon parcours, alors notamment mon parcours à la fac. Donc j'ai fait une fac de philosophie à Montpellier, un master de philosophie. Mon parcours scolaire, j'ai été élève au collège et au lycée Henri IV à Béziers. Voilà, j'ai été passionné par le français, par les mathématiques, et parce que, à mon époque, il y avait encore le système des filières au lycée, j'ai choisi la filière littéraire parce que je me trouvais plus dans mon élément, dans tout ce qui était le domaine littéraire, même si j'ai toujours adoré les mathématiques, notamment le calcul. Et en terminale, j'ai découvert la philosophie, et la philosophie, il se trouve que j'aimais ça avant même d'en faire, puisque la philosophie, c'est l'art du questionnement, et le questionnement, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. J'étais toujours très curieux de comprendre comment fonctionnaient les choses, et notamment comment elles fonctionnaient au niveau général et au niveau abstrait. J'ai toujours eu une sorte de réticence à m'intéresser aux cas isolés, aux cas particuliers, même si les cas particuliers, évidemment, nourrissent la réflexion, mais j'aime beaucoup l'abstraction, et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime les mathématiques, parce que les mathématiques, c'est la science abstraite par excellence. J'aime l'idée d'avoir une compréhension globale, c'est-à-dire au niveau des principes et au niveau des lois. C'est pas pour rien que je me qualifie de platonicien, parce que Platon insiste beaucoup sur l'importance des principes par rapport aux objets particuliers, et c'est ça qui a motivé mes études, le choix de mes études en philosophie. Voilà Kalimbe pour ta réponse. Najib, quels sont pour toi les plus grands philosophes français et étrangers? Alors c'est pas facile parce que je suis très mauvais dans les classements, dans les top 3. Alors, bon, on va quand même placer Hegel en numéro 1. Parce que Hegel, c'est vraiment le philosophe qui a le plus révolutionné ma conception du monde. Et là encore, je tiens à préciser que Hegel n'a été qu'une occasion pour moi de comprendre certaines choses, parce que ce que j'ai compris grâce à Hegel, je l'ai aussi compris grâce à mon expérience, grâce à ma vie personnelle. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si Hegel explique justement que c'est l'expérience, et notamment l'expérience de la conscience, qui permet d'évoluer en termes de connaissances et qui permet d'accéder à ce qu'il appelle le royaume de l'esprit. C'est l'expérience en fait qui détermine notre cheminement intellectuel. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec ce que j'appelle les intellos, c'est-à-dire les personnes pour qui les idées sont des sortes d'entités pures, sacrées, divines presque, et qui considèrent que tout ce qui est de l'ordre de la matière doit finalement être relégué au rang des choses basses, des choses viles. Platon justement n'opposait pas en réalité le monde des idées au monde sensible, au monde de la matière. Il disait que le monde sensible participait au monde des idées, au monde intelligible. Et c'est très important de comprendre cette notion de participation, l'idée que le monde qu'on expérimente, le monde matériel, le monde concret, ne s'oppose pas au monde spirituel. Il en est le déroulement, il en est l'accomplissement dans le temps. Voilà, je vais vous laisser méditer sur cette petite phrase, parce qu'il faut que je continue à répondre à la question. Mon deuxième philosophe préféré, disons, c'est Spinoza. Alors Spinoza, c'est quelqu'un, là encore, que j'ai rencontré pendant ma première année d'études de philosophie à Montpellier. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans l'éthique de Spinoza, hein, qui est son ouvrage le plus fameux, l'éthique de Spinoza, où d'ailleurs il est question de tout sauf d'éthique au sens où on l'entend. Hein. Là-dessus, je vous renvoie
aux conférences de Gilles Deleuze sur Spinoza et sur l'éthique de Spinoza, parce que Spinoza, pour moi, résout le problème du dualisme entre le corps et l'esprit. Et Spinoza explique que le corps et l'esprit sont une seule et même chose, perçus sous des angles différents. Et une fois qu'on a compris ça, alors c'est pas la seule chose que dit Spinoza bien sûr, mais c'est un point vraiment majeur de sa pensée. Une fois qu'on a compris ça, on voit vraiment le monde autrement, on comprend certaines choses, et il y a certains problèmes philosophiques qui s'évaporent, littéralement. Troisième philosophe, allez, je vais citer Albert Camus. Parce qu'Albert Camus est souvent considéré comme étant seulement un écrivain, ce qui n'a aucun sens, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie entre la philosophie et la littérature. La littérature est bien souvent un prétexte à faire de la philosophie, et c'est Karl Marx qui disait que toute son œuvre était contenue dans la comédie humaine de Balzac. Donc c'est dire. Albert Camus, L'étranger, un petit livre, un petit roman de 200 pages, qui se lit en quelques heures, qui est d'une simplicité enfantine, je parle sur le plan de la forme, sur le plan du style littéraire, mais qui est d'une richesse absolument insondable. Voilà, donc si vous n'avez pas encore lu L'étranger de Camus, eh bien ruez-vous sur ce livre-là pendant l'été, profitez-en, et surtout prenez le temps de le méditer, prenez le temps de le digérer, parce que c'est pas un livre qu'on va lire pour s'instruire en se disant « Tiens, je vais apprendre des choses à chaque ligne ou à chaque page ». C'est un livre qui vous prend, qui vous saisit tout entier, et c'est souvent des mois, voire des années après, que vous commencez à comprendre certaines choses que vous avez pu lire, en vous disant « Mais en fait, c'est incroyable la profondeur d'un tel auteur, la profondeur de son écriture ». Enfin voilà, Albert Camus, pour moi, reste l'un des plus grands philosophes français, et je n'en fais absolument pas, comme certains, un écrivain de seconde zone pour élèves de lycée. Voilà Najib, pour ta réponse. Alex Felcon. Salut Charles, petite question. Pourquoi t'es-tu passionné pour la philosophie? Quelle a été la ou les causes de cette passion? Eh bien, j'ai un peu répondu déjà à cette question. C'est le questionnement. C'est la curiosité naturelle que j'ai toujours eue depuis enfant. Étant enfant, je pouvais rester planté pendant des heures devant quelque chose, à l'observer et à essayer de comprendre l'origine de ce que j'avais devant moi. Et le questionnement sur l'origine, c'est vraiment proprement le questionnement philosophique. On résume souvent la philosophie à la question « pourquoi ?» et ça rejoint en fait la question de l'origine, parce que comprendre l'origine, c'est comprendre le pourquoi, et pas seulement le comment. La science répond à la question « comment ?» La philosophie cherche à répondre à la question « pourquoi ?» Et c'est une question qui peut-être n'a pas de terme, et c'est ça qui la rend finalement aussi passionnante et aussi prenante. La philosophie, je pense que c'est quelque chose dont on n'a jamais vraiment fini de faire le tour. On continue. Que penses-tu des religions dans le sens de ce qu'elles peuvent apporter à l'être humain et inversement? Alors les religions, je trouve ça bien déjà de poser la question des religions au pluriel et pas simplement de la religion. Alors, faut savoir que religion, ça vient de religare qui signifie relier, et on peut entendre dans ce verbe relier les hommes à Dieu, c'est-à-dire à une transcendance, à une verticalité, et au-delà, je dirais, à un sens. Relier les hommes à un sens, et également relier les hommes entre eux. Ce que je veux dire par là, c'est que la religion, on peut la comprendre comme un système de valeurs, et donc un système social, un système de coexistence entre les individus, qui justement, parce qu'il donne du sens aux individus, va donner du sens à la communauté, va donner du sens à l'existence de la communauté, et va permettre à cette communauté de s'unifier. Je ne me range pas du côté de ceux qui réduisent la religion à simplement un système de domination. Je pense que la religion a été, et est encore, utilisée et récupérée au niveau politique pour dominer les masses, bien entendu. Mais ça, c'est le propre de toutes les croyances. Et je ne pense pas que ce soit pertinent de réduire la religion simplement à un système de domination. Je pense que c'est un peu paresseux comme manière de voir les choses. La religion, c'est ce qui postule l'existence du sacré. Et le sacré, c'est ce qui ne doit pas être touché, ce qui ne doit pas être souillé.
Et le sacré, c'est quelque chose qu'on expérimente tous dans notre vie quotidienne, indépendamment de nos croyances religieuses. Par exemple, on va considérer qu'un cimetière, c'est un lieu sacré, c'est un lieu où on ne fait pas n'importe quoi. Et on parle bien de profanation d'un cimetière, lorsque par exemple on va taguer ou casser des pierres tombales. Sur le plan strictement matériel, casser une pierre tombale, on pourrait dire, mais après tout, ça n'a rien de grave. Qu'est-ce qu'il y aurait de grave à casser un objet fait en roche, fait en pierre, fait en ce qu'on veut? Quel est finalement le crime commis? Eh bien, le crime commis, c'est qu'on s'en prend, on s'attaque au sens. Et le sens, c'est ce dont on investit les choses qui n'ont pas de sens en tant que telles, qui n'ont pas de sens en elles-mêmes. Voilà ce que je pouvais dire sur la religion. Personnellement, je ne m'affilie à aucune religion référencée, et je pense qu'on ne doit pas confondre religion et spiritualité, même si évidemment, il y a de la spiritualité dans la religion. Nouvelle question. Bonsoir Charles, que penses-tu de la langue française? Est-il possible de faire une vidéo exclusivement dédiée à ce sujet? Alors, de manière très implicite, j'ai déjà fait une vidéo sur la langue française, c'est ma vidéo sur Booba. Alors je sais que beaucoup de gens, parmi mes abonnés, mes spectateurs, détestent Booba, et se demandent même comment j'ai pu consacrer une vidéo à ce rappeur. En fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que la langue française est un territoire absolument fascinant de richesse et justement de transmission de sens. Le pouvoir évocateur de la langue française, alors de la langue en général, mais de la langue française en particulier, hein, puisque c'est quelque chose qui n'est pas remis en question, que la langue française se caractérise par son extraordinaire richesse. Même si, parfois, ça peut être un handicap justement parce que on va souvent utiliser de longues périphrases ou de longues formulations verbales pour dire des choses qu'on pourrait dire de manière beaucoup plus simple. Donc ça, c'est un petit peu le défaut des Français. Parce qu'on est la langue de Molière et de Descartes, on aime bien utiliser des mots techniques et des mots compliqués. Mais ça, c'est finalement un autre problème. Comme disait Camus, justement, j'en parlais tout à l'heure, je considère la langue française comme étant ma patrie. Et comme Hegel, pour faire un peu de name dropping, la pensée est structurée par le langage. Il me paraît fondamental de sensibiliser, même plus que de sensibiliser, d'inculquer directement l'importance de maîtriser la langue aux plus jeunes et aux enfants. La dévalorisation de la langue, notamment la dévalorisation de la grammaire, de l'orthographe à un autre niveau, ne me paraît pas quelque chose qu'il faille encourager, même si je suis d'accord pour dire que l'orthographe n'est pas quelque chose de fondamental dans le sens où l'orthographe, elle est arbitraire, mais elle me paraît importante ne serait-ce que pour l'étude étymologique qui permet de remonter à l'origine des mots et donc à leur signification primaire. Et ça me paraît très important de préserver la langue française de ce qu'on essaye de lui faire subir actuellement. Question suivante. Quelle est la différence entre la pédagogie et la didactique? Alors c'est une très bonne question, Soufiane. Voilà ma réponse. La didactique, c'est l'art de transformer la connaissance en enseignement. La pédagogie, c'est l'art de transmettre l'enseignement. Je vais donner un exemple. On va prendre l'exemple du théorème de Pythagore, pour les matheux. Le théorème de Pythagore, avant d'être quelque chose qui est au programme de mathématiques en classe de 4e, c'est d'abord une connaissance. C'est-à-dire qu'on a un philosophe, mathématicien, grec, du nom de Pythagore, qui nous a transmis un théorème, voilà, un théorème qui permet de définir les caractéristiques d'un triangle rectangle. Je sais très bien que Pythagore n'est sans doute pas à l'origine lui-même de ce théorème, mais il n'empêche que pour nous, occidentaux, eh bien, nous rattachons cette connaissance à ce philosophe. Lorsque Pythagore nous a formulé son théorème, il n'avait sans doute pas dans l'idée que ce théorème soit un jour enseigné à l'école. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est d'abord une connaissance. Et la connaissance, elle n'est pas simplement vouée à être enseignée à l'école. Il y a des tas de connaissances qui ne sont pas enseignées à l'école. C'est dommage d'ailleurs. Je trouve qu'il y a énormément de connaissances, notamment en astronomie, qui ne sont pas suffisamment transmises à l'école, alors que ça fait partie des savoirs fondamentaux. Mais peu importe. Celui qui un jour s'est dit, on va prendre cette connaissance, on va la transformer en enseignement de manière à ce que les enfants à l'école puissent
tout simplement bénéficier de cette connaissance, eh bien celui-là a fait œuvre de didactique. Maintenant, la pédagogie, c'est l'ensemble des méthodes que va utiliser un enseignant pour faire en sorte que le théorème de Pythagore soit compris et maîtrisé par ses élèves. Vous allez avoir des enseignants, par exemple, qui vont tracer sur le tableau un triangle rectangle et qui vont tracer l'aire correspondant à chacun des côtés. Ça, c'est une manière de transmettre et d'enseigner le théorème de Pythagore. Il y en a d'autres qui vont donner la formulation du théorème et qui vont dire à leurs élèves « vous apprenez ça par cœur ». C'est une autre méthode. Et puis, il y en a qui vont demander à leurs élèves de mesurer les côtés, de faire des calculs, et puis, à un moment donné, ils vont s'apercevoir qu'il y a une égalité. Ça, c'est de la pédagogie. C'est-à-dire que un bon pédagogue, c'est celui qui est capable de transmettre de manière effective un savoir à un élève. Voilà la différence entre la didactique et la pédagogie. Je m'arrête là parce que je pourrais développer pendant assez longtemps, mais je pense que c'est suffisant et je ne voudrais pas que cette vidéo dure trop longtemps. Voilà, Soufiane, pour ta réponse. Bonjour, quel est votre point de vue sur les écoles dites alternatives, Montessori, Freinet, etc. Avez-vous une préférence personnelle entre ce nouveau type de formation par rapport à une instruction dite traditionnelle? Alors ça, c'est une question assez délicate sur laquelle je vais essayer de pas dire de bêtises. Pourquoi ne pas dire de bêtises? Tout simplement parce que je ne connais pas ces systèmes éducatifs dans leur fonctionnement concret. J'en connais les théories et j'en connais les témoignages. De ce que j'en sais, de ce que j'en ai lu, de ce qu'on m'en a rapporté, je trouve qu'il y a dans ces systèmes, même s'il faut les distinguer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus les mélanger dans une sorte de pack qui serait éducation alternative par rapport à l'éducation traditionnelle. Mais en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est un soin, une attention particulière apportée à la curiosité naturelle de l'enfant, à son sens naturel de la curiosité qui fait que l'enfant ne doit pas être contraint, par des règles, par des obligations et par des devoirs. D'ailleurs, le fait que les exercices à la maison s'appellent des devoirs, en soi, je trouve ça assez significatif de notre rapport à l'apprentissage qui, selon moi toujours, passe à côté de quelque chose. Les enfants sont naturellement curieux, ils posent énormément de questions, et je fais partie de ceux qui pensent que cette curiosité, elle doit être accompagnée, elle doit être favorisée, et ces systèmes d'éducation, à mon avis, permettent davantage cela que le système d'enseignement, disons, traditionnel. Maintenant, je me méfie également de tous les excès, et parmi les excès, je pointerai l'idée que l'adulte finalement devrait se soumettre au moindre caprice de l'enfant, ce qui à mon avis n'est pas rendre service à l'enfant. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on vit dans une société, c'est-à-dire dans un système régi par des normes, ne serait-ce que les lois, le fait de faire passer à l'enfant l'idée qu'il est le seul maître, qu'il est le seul roi, qu'il peut décider de tout, de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas, ça va forcément produire des individus qui risquent d'être inadaptés, et notamment des individus qui vont avoir une sorte de sentiment de toute puissance, l'idée que rien ne peut leur être refusé. Vraiment, je pense que ça, ce n'est pas rendre service aux enfants que de les faire grandir avec cette idée que jamais aucune pression, jamais aucune contrainte ne viendra s'appliquer sur eux. Voilà. Donc, comme pour tout, je pense qu'il faut de la mesure, il faut de la modération. On gagnerait beaucoup à s'inspirer de certaines des méthodes qu'on retrouve dans ces systèmes d'éducation alternatifs. Maintenant, je suis aussi un partisan de l'enseignement traditionnel, au sens où il y a des savoirs qui, selon moi, doivent être transmis de manière non négociable en quelque sorte. Je parlais tout à l'heure des mathématiques, je parlais également de l'astronomie. Ce sont des savoirs fondamentaux et ces savoirs fondamentaux, on doit les posséder, on doit les maîtriser, ne serait-ce que la langue. Je parlais tout à l'heure aussi de la langue française. Ne pas maîtriser la langue aujourd'hui, c'est se mettre dans une situation d'inadaptation sociale et ce n'est pas travailler à son accomplissement personnel. As-tu déjà lu des mangas? Que penses-tu des messages positifs, valeurs véhiculés dans ces derniers et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les gens?
Ne bougez pas. Voilà la réponse à la question. Elle est là. Donc là, il n'y en a qu'une petite partie parce que j'allais pas me trimballer les 42 volumes. Je connais Dragon Ball depuis 1994, je dirais, dans ces eaux-là. Et j'ai découvert Dragon Ball à la télévision, au Club Dorothée, comme tous les enfants de ma génération. Je suis né en 86 et j'étais un passionné de ce manga. Et a posteriori, j'estime que ça a été quelque chose d'extrêmement précieux dans mon processus d'individuation, j'irais jusqu'à dire. C'est ça qui m'a permis de grandir sur un certain nombre de valeurs qui me semblent fondamentales. Parmi ces valeurs, l'entraide, la gratuité, le courage, l'honneur, un ensemble de valeurs qui ne sont plus transmises aujourd'hui à l'école. D'ailleurs, on pourrait débattre de savoir si c'est le rôle de l'école de transmettre ces valeurs, mais peu importe. En fait, derrière l'apparence de violence qu'on a souvent entendu dénoncer dans les mangas, on peut penser d'ailleurs à la polémique avec Ségolène Royal à l'époque qui a voulu faire interdire Dragon Ball Z à la télévision au motif que c'était trop violent. Un bouquin, c'est que ça. Ségolène Royal. Là-bas, c'est bien nul, ça. Non, là, allez, poubelle. Faut savoir que pour un enfant, la violence représentée en dessin animé n'a pas le caractère traumatisant que peut avoir la violence réelle, ou la violence réaliste, en tout cas, qu'on peut trouver dans certains films. Et la violence d'un coup de poing est peut-être moins forte et moins traumatisante que la violence psychologique qu'on peut retrouver dans certaines publicités, et notamment dans le matraquage publicitaire, qui a des effets pervers, je pense, dans la manière dont les enfants construisent leur représentation du monde. Mais là encore, c'est un autre débat. Dragon Ball fait partie des mangas absolument fondateurs. D'ailleurs, je tiens à tirer mon chapeau à ce vidéaste, le chef Otaku, qui a une manière de transmettre sa passion pour ce manga que je trouve absolument positive pour la jeunesse. Et je me réjouis du fait qu'aujourd'hui Dragon Ball ait une seconde vie à travers la saga Dragon Ball Super. Mes propres neveux sont des grands fans de Dragon Ball et c'est pas moi qui vais les empêcher de regarder ce dessin animé. Je suis curieux de connaître tes goûts musicaux. Bien mon cher Maxime, si tu es curieux de connaître mes goûts musicaux, tu vas pas être déçu parce qu'il faut savoir que sur ma clé USB, tu peux trouver l'une à la suite de l'autre, une chanson de Booba et Jean-Sébastien Bach. J'ai des goûts très éclectiques. En fait, pour moi, la musique est aussi indispensable que le vin, est aussi indispensable que le rire, est aussi indispensable que la poésie ou la philosophie. C'est l'essence même de la vie, la musique. Et la vie étant variée, plurielle, diverse, mes goûts musicaux le sont aussi. Je n'associe pas les goûts musicaux à un niveau intellectuel. Je peux écouter des chansons, des artistes, tout en ayant ce petit sentiment de honte de bien les aimer, mais j'assume totalement. Parce que la musique, c'est là pour nous faire vibrer, c'est là pour accompagner aussi des périodes de notre vie. Et des chansons que j'ai pu entendre dans mon enfance, dans mon adolescence, ou plus tard à l'âge adulte, ont fait partie de ma vie, et à ce titre-là, ce sont des chansons que je continue à écouter. Alors je suis un grand amateur de musique noire américaine. J'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup la soul surtout. Donc la musique noire américaine est quelque chose que j'apprécie particulièrement. J'aime également beaucoup le rock, notamment Queen, Freddie Mercury, les Rolling Stones, Oasis. Voilà ce que je peux écouter en matière de rock. J'écoute aussi du rap. J'ai beaucoup écouté de rap américain, Tupac, Biggie, Snoop Dogg, là encore, c'est générationnel. Rap français, NTM, IAM. Je suis un très grand fan des Gypsy Kings et je défie quiconque sur un octogone qui me dirait que les Gypsy Kings, ce n'est pas de la musique. Et il se trouve que j'aime aussi beaucoup les musiques de films, les bandes originales. Alors, je sais que c'est une réponse un petit peu étrange parce que, musique de film, c'est pas une catégorie musicale, c'est pas un artiste, musique de film.
mais c'est vrai que souvent, les musiques de films ont cette intensité dramatique qui fait que je vais les écouter après coup. J'aime beaucoup, par exemple, les musiques des films de Quentin Tarantino. Je peux les écouter en boucle. Pendant des années, j'ai écouté les thèmes de nombreux de ces films. J'aime également, au niveau de la musique française, Jacques Brel. Alors, Brel n'est pas français, mais francophone. Brel, c'est pour moi la référence en matière de musique francophone. Il est au-dessus des autres. Brassens, j'aime énormément Georges Brassens, pour d'autres raisons là encore. Voilà ce que je pouvais te dire, Maxime, sur mes goûts musicaux. Que penses-tu des concepts d'énergie et vibration? As-tu une approche philosophique pour exprimer cela? Eh bien, je viens d'en parler en réalité, parce que je disais que la musique c'est fait pour nous faire vibrer. Et le terme de vibration, le terme d'énergie, ce ne sont pas des termes que je cantonne simplement au domaine scientifique. Ce sont des termes qui font partie simplement du domaine du ressenti, du domaine de la sensibilité, et qu'on peut utiliser en philosophie si on les limite bien à ce registre-là et à ce domaine-là. Quand on parle de vibration et d'énergie, pour moi, ça a une réalité. C'est pas quelque chose qui sort simplement de notre esprit. Ça existe réellement. On a tous eu l'occasion d'expérimenter une ambiance pesante, une énergie négative, une énergie sombre, ou au contraire une énergie lumineuse, une énergie rayonnante. Et c'est pas quelque chose que l'on peut mesurer ou que l'on peut, mettre en évidence scientifiquement. Il n'empêche que ça existe. C'est pas parce que ce n'est pas quelque chose de quantifiable que ça n'a pas de réalité. L'énergie, c'est aussi ce qu'on va être capable de transmettre en termes de motivation. Et d'ailleurs, ça me permet de compléter la réponse à la première question, je crois, qui portait sur mes ambitions à travers la chaîne du précepteur. À travers cette chaîne, j'essaye non seulement de transmettre des concepts, de transmettre des idées, de transmettre des conceptions du monde, mais également de transmettre de l'énergie et peut-être de transmettre des vibrations. C'est-à-dire de dire des choses qui puissent à un moment donné résonner chez les gens, faire écho à certains sentiments. Et la motivation, elle trouve sa source dans le sentiment, elle trouve sa source dans cette vibration indéfinissable, indicible, mais qui n'en est pas moins une source et un moteur absolument primordial dans notre expérience et dans nos actions. De quoi peut-on ne pas douter? Du doute. Après tes livres et ton parcours personnel, où en es-tu politiquement? Alors politiquement, j'en suis au point que j'ai décrit tout à l'heure, à savoir que j'estime que l'engagement politique, c'est apporter quelque chose d'utile au groupe. Et c'est ma seule ligne politique en réalité. Je ne m'affilie à aucun parti, à aucun mouvement. Je n'ai pas d'étiquette politique. Je suis plutôt très critique à l'égard des étiquettes politiques qui justement ont pour effet de nous empêcher de penser au-delà des limites idéologiques auxquelles on se soumet. La ligne d'un parti, la ligne d'un mouvement, c'est ce que j'ai en horreur. Parce que c'est le contraire de la pensée et c'est le contraire de l'humain. Je me situe pour le coup dans la même pensée que Simone Veil, cette grande philosophe qui a écrit la note pour la suppression générale des partis politiques, qui exprime bien justement que la politique c'est le contraire de la pensée. Je m'intéresse à la philosophie, mais je suis jeune et j'aimerais connaître ton expérience par rapport à la manière de bien lire un ouvrage de philosophie. Par exemple, à propos de la prise de notes, de la critique des arguments de l'auteur, etc. J'ai parfois l'impression de lire sans retenir l'essentiel, et j'aimerais que tu nous transmettes tes conseils à ce sujet. Alors, mon cher Zaltan, non pas Zlatan, mon cher Zaltan, mes conseils à ce sujet. Alors, je vais te donner deux conseils, qui ne sont pas des conseils universels, mais des choses qui fonctionnent pour moi. La première chose, c'est quand tu lis un passage, le passage d'un livre, n'essaye pas d'avoir une compréhension mot à mot. Essaye plutôt d'avoir une compréhension globale. Essaye de comprendre le noyau dur de la pensée qui est exprimée dans ce que tu es en train de lire. Parce que bien souvent, ce qui rend la pensée obscure, ce qui rend la lecture difficile, c'est le fait qu'on cherche à dissocier les mots et les phrases les unes des autres, au lieu d'être attentif et d'être sensible au message général. Et parfois, on comprend beaucoup plus de choses que ce qu'on a l'impression de comprendre. J'ajouterai d'ailleurs à ça qu'il faut parfois du temps pour comprendre ce qu'on a lu. Le sens n'émerge pas forcément à la première lecture.
La deuxième chose que je peux te conseiller, c'est si tu as une approche, disons, plus scolaire ou plus académique, c'est de faire des fiches, tout simplement. Et le but d'une fiche, c'est de ne retenir que l'essentiel. Et pour ça, ce que tu peux faire, tu peux l'envisager comme un jeu, c'est qu'à chaque fois que tu vas lire un paragraphe ou un chapitre, eh bien, tu vas formuler avec tes propres mots l'idée principale que tu as perçue dans ce que tu auras lu. Peu importe que tu te trompes, peu importe que ce ne soit pas exactement ce que l'auteur ait voulu dire, peu importe que le mot que tu vas utiliser n'ait pas été employé par l'auteur lui-même, parce que la lecture, c'est d'abord une expérience d'appropriation. Et je dis souvent que quand on lit plusieurs fois le même livre, en réalité, on ne relit pas le même livre, parce qu'on évolue soi-même, et la compréhension qu'on va avoir des choses va évoluer dans le temps. Si bien que face à une même citation, cette citation ne va pas résonner justement de la même façon en toi, selon ce que tu auras vécu. Donc, fais ce petit exercice, qui est un exercice assez difficile, hein, mais prends le risque de mal comprendre, prends le risque de mal interpréter, parce que c'est un risque indispensable si tu veux t'approprier la pensée de l'auteur que tu lis. Alors, donc là je vais passer le début qui est un petit message de remerciement et de compliment. Merci beaucoup à toi Cédric. Et j'en arrive directement à la question, comment aiguiser formellement son sens critique? J'aimerais beaucoup connaître le cheminement du tien pour essayer de comprendre ta manière d'analyser un sujet. Alors, question très intéressante sur le sens critique. Pour ma part, ce qui a éveillé mon sens critique, c'est mon attachement absolument viscéral à la cohérence logique. On parlait tout à l'heure des mathématiques. Il n'y a rien qui me mette plus mal à l'aise au niveau des idées, je parle, au niveau conceptuel, au niveau intellectuel, que l'incohérence. Parce que l'incohérence, c'est ce qui invalide une pensée. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'une pensée peut être pertinente sous certains aspects, mais elle perd sa validité dès lors qu'elle n'est plus cohérente. Comment faire pour aiguiser son sens critique? Il faut aiguiser son sens logique. Et aiguiser son sens logique, ça peut passer par des exercices tout simplement de logique, par des exercices de déduction, par des exercices purement mathématiques, purement abstraits, qui vont faire qu'à un moment donné, lorsque deux informations vont se télescoper et vont contenir une contradiction, vont contenir un paradoxe, vont faire que ces deux idées ne peuvent pas se marier ensemble, eh bien c'est à ce moment-là que ton sens critique va pouvoir se mettre en action. Voilà ce que je te répondrai, Cédric. La question à 2 balles, comment les étagères tiennent avec une seule équerre? Eh bien, sache que ces étagères sont d'une solidité absolument extrême, et je ne répondrai pas à cette question parce que visiblement, c'est une question qui interroge. Eh bien, je vais vous laisser réfléchir. Comment tiennent mes étagères? C'est peut-être une question de physique, ou une question de logique, ou une question d'énergie, allez savoir. Qui es-tu au-delà de tous les habillages que ton statut social t'impose? Geoffrey. Alors là, Geoffrey, tu me poses une question très intime. Et c'est une question à laquelle je suis incapable de répondre. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme tous les pseudo-philosophes, je vais me réfugier derrière un auteur, je vais me réfugier derrière Jean-Paul Sartre, qui disait que tout être humain jouait un rôle, et le rôle que l'on se donne, il est à la fois déterminé par le regard des autres, mais également par notre jugement, le jugement que nous avons de nous-mêmes, en partie à cause du regard des autres. En fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose, y compris quand on est seul, on le fait toujours de manière conditionnée à la conception, à la représentation que l'on a de soi-même. Alors l'exemple que donne Jean-Paul Sartre dans un de ses livres, c'est un exemple tout bête, facile à comprendre, c'est l'exemple du garçon de café. Et il dit que le garçon de café, le matin, quand il prend son poste, il fait son boulot, et en faisant son boulot, il cesse d'être lui-même. Alors Sartre ne le dit pas du tout comme ça, mais il cesse d'être lui-même au sens où il va faire des choses qu'il ne ferait pas s'il n'avait pas cette fonction, s'il n'avait pas ce rôle. Et d'ailleurs, si vous prenez un garçon de café ou un cuisinier ou un balayeur ou quoi que ce soit, cette personne-là, une fois qu'elle est rentrée chez elle, on va pas lui demander de nous apporter un café, on va pas lui demander de nous faire à manger, on va pas lui demander de faire le ménage à notre place, tout simplement parce que ce n'est plus son rôle à ce moment-là. L'habillage dont tu parles, c'est le masque social, et le masque social, il est déterminé psychologiquement, moralement,
philosophiquement même, par notre perception du regard des autres. Et s'émanciper du regard des autres, c'est la mission philosophique la plus difficile à accomplir. Parce que c'est celle qui nous impose de nous émanciper de notre ego, alors même que notre ego, c'est ce qui nous permet de survivre. Si nous n'avions pas d'ego, nous ne pourrions pas survivre dans le monde. Parce que le monde est fait d'interactions, et ces interactions nous imposent de nous positionner, de prendre des décisions, d'agir et de faire des choix. On dit souvent que le but du philosophe, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est cette capacité à tout comprendre, finalement. Et parce qu'on comprend, on accepte. Quand je dis qu'on accepte, c'est qu'on accepte au niveau intellectuel. On accepte au niveau de la compréhension. Mais vous imaginez bien que si on acceptait tout autour de nous, si on acceptait tout au niveau social, au niveau relationnel, on ne serait pas heureux. Donc, l'interaction sociale, c'est-à-dire finalement la vie en société, nous impose de faire des choix, nous impose de nous positionner, nous impose parfois de jouer un rôle. Pour moi, apparaître dans une vidéo, faire face à une caméra et parler tout seul face à une caméra, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est même quelque chose qui est, pour tout vous dire, assez étrange. Et réussir à s'émanciper de ce caractère étrange, réussir à se dire que finalement, peu importe l'image qu'on va renvoyer, peu importe si on n'emploie pas exactement le mot qu'il faut au bon moment, peu importe parce que ce qui compte, c'est la substance de ce qu'on va communiquer, et la substance de ce qu'on va communiquer, elle transcende notre habillage, elle transforme notre masque, elle transforme notre statut. Des livres à conseiller. J'en ai conseillé déjà tout à l'heure, L'étranger de Camus, et ce sera le seul livre que je vais conseiller parce que je n'ai pas envie d'être dans le rôle du conseiller en lecture, parce que les livres, c'est comme la musique, et c'est comme les gens. On les rencontre au moment où on doit les rencontrer, et si je te parle d'un livre et que je te le conseille, finalement, pourquoi est-ce que tu devrais suivre mon conseil ? Pourquoi est-ce que ce livre-là serait plus intéressant pour toi qu'un autre ? Pourquoi est-ce que mon avis aurait une pertinence par rapport à toi ? Et puis surtout, je n'ai pas lu tous les livres, donc je serais bien mal placé pour te donner un conseil de lecture. Salut Charles, 2 questions. Que penses-tu du courant masculiniste MGTOW ? Quelle est selon toi la relation entre le corps et l'esprit ? Ce que je pense du courant masculiniste MGTOW, c'est qu'il est d'abord un symptôme de la modernité, un symptôme également de l'idéologie de la division qui fait que, au lieu de mettre en avant la complémentarité entre les hommes et les femmes, la complémentarité entre les sexes, on va préférer la logique de l'opposition, la logique de la confrontation. On va vouloir mettre du politique dans le conjugal, et ça c'est tout ce que je combats. Donc je comprends le mouvement MGTOW qui cherche justement à s'émanciper d'une partie de cette idéologie qui oppose les hommes et les femmes, bien que je n'en partage pas toutes les conclusions. Quelle est selon toi la relation entre le corps et l'esprit ? J'en ai parlé tout à l'heure avec Spinoza, le corps et l'esprit sont 2 choses indissociables. Comme l'a dit Frédéric Delavier dans l'entretien qu'on a réalisé ensemble, le corps ne peut pas se mouvoir sans l'esprit et on ne peut pas penser sans notre corps. Donc, pour le coup, on a bien une relation ici de complémentarité et je prône cette complémentarité parce que la vie de l'esprit doit s'accompagner de la vie du corps et la pensée ne doit pas être reléguée à quelque chose d'austère, voire de morbide. Eh bien, c'était la dernière question. Je vous remercie d'avoir suivi cette FAQ. J'espère que ça vous aura intéressé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à faire part de vos réactions dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la page Facebook. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Je vous souhaite d'excellentes vacances estivales. On se retrouve à la rentrée. Et d'ici là, profitez, vivez, vibrez et soyez sages.